Bonsoir à vous, chers compatriotes. Bonsoir à vous qui nous recevez chez vous, de l'effervescence de Kinshasa aux rives paisibles du fleuve Congo. À vous qui nous suivez, Congolais de notre diaspora éparpillés dans les 4 coins de la Terre. Bienvenue dans cette édition d'Inside News FDC. Ce soir, notre nation se réveille face à un miroir qui ne ment pas. L'humeur du pays est à la vigilance. Entre les intrusions invisibles sur nos ondes par MTN Rwanda et l'ombre d'Eric Prince qui plane désormais au-dessus d'Uvira, nous sentons tous que notre souveraineté est mise à l'épreuve. Ce n'est pas qu'une question de diplomatie, c'est une question de sécurité pour vos familles et de protection de votre pouvoir d'achat. Au programme, le scandale de l'occupation numérique de notre territoire, l'arrivée de contractuels privés américains sur le front de l'Est et le malaise grandissant chez Transco. Nous reviendrons également sur les promesses de milliards à l'Indaba de Cape Town et sur la traque des prédateurs immobiliers à Kinshasa. En flash, nous survolerons les gains pétroliers de la zone ouest et la fermeté de Daniel Bumba à Pacajuma. Ce soir, nous refusons les discours lissés. Nous plongeons dans le dur, car si nous ne protégeons pas nos frontières, qu'elles soient de terre ou de fréquence, c'est l'avenir même de nos enfants que nous laissons à découvert. Cette édition du journal ne sera pas longue, mais il sera riche en informations. Nous débutons ce journal par une intrusion étrangère. Le contrôle des fréquences télécom constitue la nouvelle frontière de la guerre moderne. En 2026, perdre la maîtrise de ces ondes revient à laisser la clé de sa maison à un étranger. Le ministre des Postes et Télécommunications, José Mpanda Kabangu, vient de lancer une alerte qui fait l'effet d'une bombe. La société MTN Rwanda occupe illégalement l'espace numérique congolais. Accompagné des patrons d'Airtel, Orange et Vodacom, le ministre a dénoncé devant la première ministre une exploitation sans licence de nos fréquences sur le sol national. Vu la trahison et l'infiltration au plus haut niveau de l'État congolais, il se peut que cette permission ait été accordée par nos dirigeants eux-mêmes lors des différents gouvernements sous Kabila. On se souvient des fichiers de l'Agence des renseignements qui furent exportés au Rwanda après la première guerre du Congo, ayant porté Laurent-Désiré Kabila au pouvoir en 1997. Sans parler de ces années où les appels internationaux entrants transitaient systématiquement par Kigali. Cette complicité historique éclaire d'un jour sinistre l'impunité actuelle dont jouit MTN sur notre territoire numérique. À l'heure où les grandes puissances se livrent une cyberguerre impitoyable pour le contrôle des données, voir un voisin déjà impliqué dans l'instabilité de l'Est s'immiscer dans nos réseaux de communication est un signal d'alarme absolu. La première ministre Judith Suminwa a ordonné à l'ARPTC de prendre des mesures techniques immédiates et de saisir les instances internationales. L'enjeu dépasse le simple différend technique. Il s'agit d'une intrusion territoriale immatérielle, peut-être facilitée de l'intérieur. Pendant que Kinshasa s'indigne, les habitants de la Mongala attendent toujours le réseau premier. La fracture numérique reste une plaie ouverte que les discours ne referment pas. Pour répondre à ce mépris, le gouvernement rappelle une règle d'or. 5% des parts des sociétés télécoms doivent revenir aux nationaux. C'est une question de patriotisme économique face à des géants qui oublient parfois qui est le maître chez lui, ou qui ont trouvé complice celui censé défendre la maison. L'histoire bégaye. Cette violation de nos frontières par le Rwanda rappelle les incursions terrestres des années 90. Souvent camouflés derrière des prétextes sécuritaires pour mieux cartographier nos ressources. Dans nos zones frontalières, la réalité est rugueuse. Faute de relais congolais puissants, nos compatriotes se connectent aux réseaux étrangers par pure nécessité de survie. C'est cette absence de l'État dans nos ondes, ou pire, sa trahison consentie, qui crée une dépendance dangereuse. Si la Banque centrale tente de stabiliser le franc, le code de la rue nous apprend que la dépendance technologique est le premier pas vers l'érosion du pouvoir d'achat et de la sécurité. Sans une indépendance numérique réelle, notre souveraineté restera un château de sable. De l'intrusion invisible des ondes au bruit des moteurs dans le ciel, le pas est franchi à l'est. À Uvira,
le ciel a changé de visage. Des sources concordantes confirment le déploiement de contractuels privés liés à Eric Prince, fondateur de la sulfureuse Blackwater. Nous assistons à un tournant historique, le passage d'une diplomatie de principe à une diplomatie transactionnelle. Des drones de haute technologie appuient désormais nos forces spéciales contre l'agression de l'AFC M23. Ce soutien américain, qui ne dit pas officiellement son nom, semble être le fruit d'un troc minerai contre sécurité. Washington veut sécuriser son accès aux métaux stratégiques face à l'influence chinoise. Et Kinshasa a besoin de bras pour protéger Uvira. Mais cette alliance est fragile. À Washington, la députée Sarah Jacobs accuse ouvertement Kinshasa de collaborer avec les SDLR et Kigali de maintenir entre 5 000 et 7 000 soldats sur notre sol. Tout le monde semble violer les accords. Et c'est le peuple qui compte les points. Interrogés par Reuters, la présidence congolaise et les FARDC ont refusé de commenter, un silence qui en dit long sur la complexité de ce dossier. La présence de mercenaires en RDC est un souvenir douloureux. De l'ère Mobutu aux crises des années 60. Faire appel à des privés est l'aveu d'une urgence, mais aussi d'un risque, celui de perdre la main sur notre propre défense. Sur le terrain, l'arrivée de ces drones change la donne psychologique. Les rebelles savent que ces outils ne négocient pas. Cependant, le citoyen se demande à quel prix cédons-nous notre sous-sol pour obtenir cette protection. La souveraineté ne s'achète pas, elle se bâtit par une armée forte et autonome. Ce malaise sécuritaire se double d'une crise de confiance interne, particulièrement dans la gestion de nos services publics de transport. Regardons maintenant le dossier Transco avec les yeux de la réalité. On nous annonce en fanfare un contrat avec la société chinoise Foton pour l'acquisition de 1000 nouveaux bus. Sur le papier, c'est la modernisation. Mais grattons un peu le vernis. L'intersyndicale de Transco a écrit au directeur général, Sylvain Bilambo, pour dénoncer de graves irrégularités. Où est la valorisation de la marque Transco dans ce contrat ? Pourquoi les parkings et les entrepôts, qui appartiennent à l'État, ont-ils été totalement omis dans le calcul des parts ? C'est une spoliation de nos actifs publics. Plus grave encore, la clause de rétrocession prévoit que les bus reviennent à Transco après 5 ans d'exploitation. Or, avec l'état de notre voirie, ces véhicules seront des épaves dès la 3e année. C'est un marché de dupes où l'État finance les exonérations fiscales d'un partenaire privé sans garantie de pérennité. Pendant que le conseil d'administration se déchire sur des détournements présumés de fonds, les agents broient du noir. On crée une structure parallèle qui va enrichir quelques privilégiés alors que le pouvoir d'achat des chauffeurs stagne. C'est le grand écart entre les discours du peuple d'abord et la gestion opaque de nos infrastructures. L'inspection générale des finances doit fouiller ce contrat avant que ces 1000 bus ne deviennent 1000 problèmes de plus. Pendant que les transports urbains s'enlisent, nos infrastructures portuaires et minières cherchent un second souffle international. De Cape Town au Congo central, le mouvement est lancé. À l'Indaba, le Japon a annoncé 3,5 milliards de dollars pour soutenir ses entreprises investissant en RDC. Ce n'est pas un chèque en blanc pour le gouvernement, mais un appui ciblé pour les intérêts nippons dans nos minerais. Parallèlement, l'entreprise générale du cobalt, EGC, commence ses exportations éthiques. Avec un quota de 7 415 tonnes pour 2026, EGC vise les marchés américains et saoudiens via le corridor de Lobito. C'est la preuve que notre pays peut redevenir le centre de gravité des minerais critiques, à condition de transformer ses ressources sur place plutôt que d'exporter de la matière brute. À Boma, la signature d'un accord avec Peters Group pour la modernisation du port promet de redonner vie à l'économie maritime. Mais à quoi servent ces promesses si la spoliation immobilière persiste ? À Kinshasa, le procureur Firmin Mvonde Mambu lance une offensive contre les prédateurs de la Gombe. La spoliation des immeubles de l'État est devenue une spécialité impliquant parfois des magistrats eux-mêmes. Le lien est direct. Sans une justice qui récupère les biens spoliés et combat la corruption,
les investissements miniers resteront des chiffres abstraits sans impact sur la santé financière de vos foyers. La prospérité ne peut s'épanouir sur un sol judiciaire miné. Sur la scène internationale, 2 dossiers majeurs retiennent notre attention pour leur impact direct sur notre nation. D'abord, la candidature de Macky Sall pour succéder à Antonio Guterres à l'ONU. Le soutien de la RDC à l'ancien président sénégalais est hautement stratégique. Macky Sall connaît nos réalités et les rouages de l'Union africaine. Pour nous, avoir une voix africaine forte à New York est l'espoir d'un Conseil de sécurité qui ne traite plus la crise de l'Est comme un dossier de seconde zone. C'est une opportunité pour que notre souveraineté soit défendue par quelqu'un qui comprend que la stabilisation de l'Est passe par une technique de surveillance rigoureuse du cessez-le-feu, comme l'a souligné Jean-Pierre Lacroix lors de sa visite. Ensuite, une lueur d'espoir venue du Gabon. Des chercheurs du CERMEL ont mis au point un traitement à dose unique contre le paludisme. Pour une famille congolaise moyenne, cette maladie est le premier facteur d'appauvrissement. Entre les journées de travail perdues et le coût des médicaments que l'on ne finit jamais, le paludisme dévore votre pouvoir d'achat. Si ce traitement à dose unique traverse nos frontières, il pourrait radicalement transformer la santé publique. C'est la preuve que les solutions à nos maux les plus profonds viendront de notre propre génie africain, allégeant enfin la pression financière qui pèse sur chaque ménage. Passons aux brèves qui font battre le cœur de nos provinces, car aucune information n'est mineure lorsqu'elle touche au quotidien de nos concitoyens. Dans le secteur de l'énergie, l'État enregistre un gain de 22 millions de dollars au 4e trimestre 2025 pour la zone ouest. C'est une bouffée d'oxygène qui prouve qu'une gestion rigoureuse des prix pétroliers, indexée sur le taux de change officiel de la BCC, peut profiter au trésor public. Ce tournant majeur marque la fin d'un cycle de déficit chronique dans le secteur pétrolier. Au Sankuru, l'élection du gouverneur approche sous une tension palpable. Emery Okunji appelle à rompre avec une gestion qu'il qualifie de désastreuse. La province de Lumumba, berceau de notre héros national, ne peut plus rester au bas de l'échelle du développement à cause du népotisme et de l'amateurisme. Le Sankuru attend un leadership capable de transformer son immense potentiel en réalité pour sa population. À Kinshasa, Daniel Bumba passe à l'action à Pakajuma. Dans le cadre de la campagne « Retour à la norme », les démolitions le long de la voie ferrée sont fermes. Après 6 mois de préavis, l'heure est au rétablissement de l'ordre public sur ces emprises appartenant à l'ONATRA. C'est une question de sécurité pour le train urbain, même si elle pose le défi humain du relogement dans les sites identifiés par la ville. À Uvira, les opérateurs économiques du port de Kalundu lancent un cri d'alarme. La surtaxation par la DPMER paralyse la reprise des échanges. Augmenter les taxes de 50% alors que la population sort à peine de l'occupation par l'AFC M23 est une aberration économique. Dissimoa Sinderi plaide pour un allègement urgent afin d'éviter une flambée des prix des produits de première nécessité. Enfin, une note d'espoir à Mbandaka. L'aéroport national peut désormais accueillir des vols de nuit grâce à un nouveau balisage. Après 8 ans d'obscurité suite au vol de câbles en 2017, cette modernisation par la RVA est une victoire pour le désenclavement de l'Équateur et pour l'acheminement des produits agricoles vers Kinshasa. Ce qu'il faut retenir de ce mercredi 11 février 2026, c'est cette tension permanente entre notre immense potentiel et les freins que nous nous imposons. Entre la menace numérique rwandaise sur nos fréquences, l'exigence de transparence totale sur le dossier Transco, les milliards promis par le Japon pour le secteur minier et la nécessaire rigueur judiciaire contre la spoliation, la RDC cherche son équilibre souverain. La souveraineté n'est pas un slogan de campagne. C'est une pratique quotidienne de justice et de vigilance. Comme le dit un proverbe de notre culture, la force du baobab est dans ses racines, pas dans la largeur de son ombre. Nos racines, c'est notre intégrité, notre justice et notre refus de la médiocrité administrative. Sans des racines saines,
toute promesse de milliards restera une ombre passagère. Restons vigilants, car la dignité d'une nation se mesure à la fermeté de ses principes face aux intérêts privés. Pour approfondir les dessous de l'agression que nous subissons, je vous invite vivement à visionner notre émission Inside News Review sur le dossier « L'agression rwandaise entre mensonges diplomatiques et pillage organisé ». C'est un complément indispensable pour comprendre les enjeux que nous avons décryptés ce soir. Prenez soin de notre nation. Que Dieu bénisse la RDC et protège chaque foyer congolais. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. C'était Yolande pour Inside News RDC. Bonne soirée et bonne continuation.